on commence avec les différents types de forces qui peuvent s'exercer dans un champ uniforme. Alors voici un repère, OXY, donc on se place dans le référentiel terrestre. Il y a d'abord le poids. Donc dans le champ de pesanteur terrestre, il y a le vecteur G, et donc ce vecteur G, on va le considérer uniforme, donc il est partout le même. Et on a cette relation, le poids P est égal à M fois G. Donc ça c'est la première force possible pour un champ uniforme. On peut aussi avoir une autre force qui est la force électrique. Donc ici on va se placer toujours dans le référentiel terrestre, entre deux armatures qu'on va charger, donc charge plus d'un côté, charge moins de l'autre côté. Et donc entre ces deux armatures va exister un champ électrique E. Ce champ électrique, il est toujours dirigé du plus vers le moins. Et donc ce champ est le même partout entre les deux armatures, donc on a un champ qui est uniforme. Dans ce champ, si une particule chargée y pénètre, elle va être soumise à une force F est égale à Q fois E, Q étant la charge de la particule. Alors petit rappel sur ce que c'est dérivé et ce que c'est intégré. Vous avez appris en maths que quand on va dériver une fonction f de x, on dérive, et bien voilà ce que ça peut donner, f' de x, ici ça sera donc 6x plus 5. L'opération inverse, on va dire que c'est intégré, ça veut dire qu'on va chercher la primitive. Donc ça, on intègre. Le seul truc, c'est que pour intégrer, il y a ce 1 qui est apparu là, mais on ne sait pas si c'est 1 ou si c'est autre chose quand on intègre. Alors on va faire la même chose avec la position x en fonction du temps, donc la position x d'un mobile. Et bien si on dérive cette position, vous avez appris donc qu'on obtient la vitesse, donc ici ça fera 6t plus 5, et si on dérive encore une nouvelle fois la vitesse, on va obtenir l'accélération, donc ici 6. Si on part de l'accélération, on peut remonter, en intégrant, on peut remonter à la vitesse, et donc apparaît ce plus 5, qu'on ne peut pas deviner tout de suite, mais il y aura des conditions qui vont nous permettre de savoir quelle est cette constante, on appelle ça une constante d'intégration, et donc elle apparaît aussi ici, chaque fois qu'on va intégrer, il y a une constante d'intégration qui apparaît, qui va pouvoir être déterminée à partir des conditions initiales. Alors, ceci étant dit, on revient donc dans un mouvement, dans un champ de pesanteur, et donc on va lancer quelque chose dans ce champ de pesanteur. Donc on lance un objet, hop, dans ce champ de pesanteur, donc il va retomber, et donc on le lance avec une vitesse initiale V0. Cette vitesse initiale fait un angle alpha avec l'horizontale, et puis pour des questions de simplicité, on va prendre l'origine du vecteur V0 à l'origine du repère. Donc ça part, le mobile qu'on va lancer, ça part de la position 0, 0. On est dans un référentiel terrestre, et donc ici c'est un référentiel qui va être galiléen. Galiléen, ça veut dire qu'on va pouvoir y appliquer les lois de Newton. Le système ici c'est le mobile, donc ce qu'on va lancer, et les forces qui vont s'exercer sur ce mobile, et bien il y a le poids, parce qu'on est dans le champ de pesanteur. Et c'est tout. Donc voilà pour le décor. Et donc maintenant on va voir ce qu'on peut faire avec ce mobile lancé dans ce champ de pesanteur. On peut appliquer la deuxième loi de Newton, puisque le référentiel est galiléen. Alors on applique la deuxième loi de Newton qui dit que la somme des forces est égale à ma. La somme des forces ici, comme il n'y a que le poids, ça veut dire que P est égal à ma. Et comme P est égal à M fois G, donc on a M fois G égale M fois A. Alors en simplifiant par M, la masse, il vient donc, l'accélération est égale à G, le champ de pesanteur. Donc on a les coordonnées du vecteur accélération du mobile. L'accélération donc a pour coordonnées dans le repère OXY 0, parce que le champ G il est vertical, donc seulement suivant Y, et comme il est dirigé vers le bas, on va mettre un signe moins, donc 0 et moins G. À partir de ce vecteur accélération, on va pouvoir intégrer pour remonter à la vitesse, et encore intégrer une deuxième fois pour pouvoir remonter à la position du mobile. Le but est de trouver la position du mobile à n'importe quel moment.
Alors on reprend ce vecteur accélération, et puis donc on va intégrer. On intègre, on obtient la vitesse. Alors si on intègre la première composante, 0, ça veut dire qu'on avait une constante. Donc ici, une première constante, qu'on va appeler C1. Si on dérive la constante, on obtient bien 0. Si on intègre moins g, on va obtenir moins g fois t, ce qu'on intègre par rapport au temps, plus une autre constante d'intégration qu'on va appeler C2. Alors le but ici maintenant, ça va être de déterminer à quoi sont égales ces deux constantes C1 et C2. Et donc pour trouver leur valeur, on va se placer à t égale 0. Si t égale à 0, le moins gt est nul, et donc le vecteur vitesse c'est juste C1 et C2. Pour trouver ces deux constantes, en fait, à t égale 0, on a les coordonnées du vecteur v0. Et les coordonnées du vecteur v0, au départ, eh bien on a ici sur l'axe OX v0x, donc en fait il faut trouver la composante v0x, et il faut trouver la composante v0y. Alors pour v0x, comme on est dans un triangle rectangle, ici on peut appliquer une petite formule de trigonométrie, on aura v0 fois cos alpha. Du côté de l'axe OY, v0y, on aura v0 fois sinus alpha. Voilà les deux composantes de v0. Et bien donc ces deux composantes de v0, ce sont les constantes C1 et C2. Donc on va pouvoir remplacer C1 et C2 par ces deux valeurs-là. Donc on remplace donc v0 cos alpha et moins gt plus v0 sinus alpha. Ça c'est le vecteur vitesse. Maintenant il va falloir intégrer une deuxième fois pour obtenir le vecteur position. Alors on intègre, on obtient le vecteur position, donc on va avoir v0 cos alpha t plus une constante d'intégration qu'on appelle C3 et moins 1,5 gt carré plus v0 sinus alpha t plus une constante d'intégration qu'on appelle C4. Le but, comme tout à l'heure, c'est de déterminer à quoi sont égales ces deux constantes C3 et C4. On fait exactement la même chose, on va regarder ce qui se passe à t égale 0. À t égale 0, le vecteur position, ça sera juste C3 et C4. Et si on regarde la position du mobile à t égale 0, ben j'ai décidé de le placer à l'origine. Donc le vecteur position OM0, ben c'est 0, 0. Donc les deux constantes C3 et C4 sont toutes les deux nulles. Donc je peux remplacer C3 et C4 par 0. Et donc voilà ce qu'on obtient. Alors si on jette ce mobile, il va avoir une trajectoire. Et donc ça serait bien d'obtenir la trajectoire de ce mobile, l'équation de la trajectoire de ce mobile. Pour l'instant on a deux coordonnées, on va dire que ce sont des équations paramétriques en fonction du temps, la position de x en fonction du temps, la position de y en fonction du temps, mais ça serait bien qu'on ait l'équation de cette courbe que décrit la trajectoire. Alors pour obtenir cette équation de trajectoire, on va utiliser la première coordonnée selon x, v0 cos alpha t, et on va juste exprimer le temps. Donc à partir de ça, le temps c'est x divisé par v0 cos alpha. Et ce temps, on le retrouve dans la deuxième équation. Il suffit juste de remplacer t par son expression, donc x sur v0 cos alpha. Donc on recopie ce qui est en dessous ici, y égale, et on remplace t par son expression. Alors il y a des choses qui vont pouvoir se simplifier un petit peu, notamment les v0 dans v0 sinus alpha divisé par v0 cosinus alpha. Donc les v0 vont simplifier de ce côté-là, et sinus alpha divisé par cosinus alpha, c'est tangente. Donc finalement on se retrouve avec cette équation de trajectoire là, donc, qui correspond à une parabole, hein, une portion de parabole, puisque c'est une équation du second degré. On termine avec l'aspect énergétique. Donc on a un point de départ A, un point d'arrivée B, et donc on jette le mobile, et puis donc il part de A, il arrive à B. Alors ce qu'on peut dire, c'est que si jamais il n'y a pas de frottement,
On va pouvoir utiliser la conservation de l'énergie mécanique. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve, ça veut dire qu'elle est toujours la même. Et donc l'énergie mécanique au point A, ça sera égal à l'énergie mécanique au point B. Alors au passage, l'énergie mécanique, pour rappel, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Ça, c'est s'il n'y a pas de frottement. Si jamais il y a des frottements, on peut utiliser un autre théorème. Voilà un skate, et donc sur ce skate qui descend du point A vers le point B, eh bien, plusieurs forces vont s'exercer. Donc il y a le poids qui est vertical, la réaction du skate sur le support qui est toujours perpendiculaire au support, et puis la force F, c'est la force de frottement, donc qui est dirigée vers l'arrière, puisqu'une force de frottement, ça s'oppose toujours au mouvement. Et donc ce skate arrive jusqu'au point B. On va pouvoir utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Ce théorème de l'énergie cinétique dit que la variation d'énergie cinétique de A vers B, c'est égal à la somme des travaux des forces. C'est-à-dire que, variation d'énergie cinétique, on va prendre l'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, et c'est la somme des travaux de chaque force. Donc travail du poids, plus travail de R, plus travail de la force de frottement. Cette variation d'énergie cinétique, elle sera donc égale à, donc travail de poids, du poids c'est mg fois la variation d'altitude, donc ZA moins ZB. Le travail de R sera nul puisque R est perpendiculaire au support, donc perpendiculaire au déplacement, donc travail nul. Et la force de frottement, ça sera moins F fois le trajet AB, fois la longueur AB. Et donc en cas de frottement, on peut utiliser ce théorème de l'énergie cinétique.